Alors, bonsoir et bienvenue à cette première édition des capsules Au-dessus de nos têtes. Je me présente, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Aujourd'hui, je suis accompagnée à la technique de mon collègue Maxime Pivin-Lapointe, qui est concepteur et éducateur scientifique ici aussi au planétarium. Alors, qu'est-ce que c'est que les capsules au-dessus de nos têtes? En fait, ce sont des capsules d'astronomie interactives qui auront lieu toutes les 2 semaines en direct sur Facebook, mais vous pouvez bien évidemment les réécouter par la suite quand bon vous le semblera. Donc, lors de ces capsules-là, en fait, on va ensemble explorer, entre autres, le ciel étoilé, donc regarder les planètes, les constellations, bref, un peu tout ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. Alors, cette semaine, le thème de cette première capsule, eh bien, c'est Astronomie 101. Oui, comme c'est la première capsule, on va commencer avec les bases. Donc, regarder quelques notions pour se reconnaître dans le ciel, pour s'orienter un peu partout. Peut-être un peu aussi quelques mots de jargon qu'on utilise en astronomie. Bref, tout ce que vous devez savoir pour bien commencer vos observations. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire sur le fil de discussion sur Facebook. On va faire notre possible pour pouvoir y répondre lors de la capsule ou vers la fin. Donc, je pense que j'ai tout dit ce qu'il fallait que je dise. Alors, on va commencer. Je vais partager avec vous mon écran. On va ensemble regarder le ciel qu'on peut voir ce soir. Donc, voici le ciel qu'on peut voir présentement au-dessus de nos têtes. Donc, ce n'est pas qu'on a une caméra dehors. En fait, ça, c'est un logiciel c'est une représentation du ciel. Donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un petit logiciel qui s'appelle Stellarium. C'est très pratique. C'est un logiciel gratuit qu'on peut trouver en ligne, qu'on peut télécharger comme ça. En plus, vous pouvez même le mettre en français. Et vous pouvez dire d'où vous observez le ciel. Donc, si vous regardez, par exemple, en bas à gauche de mon écran, j'essaie de vous le pointer avec ma souris. Donc, on peut voir qu'on est sur Terre, à Montréal. Et vous pouvez voir la date. Donc, ici, le 6 août à 19h04 présentement. Donc, voici une représentation du ciel. Et ce qui est très pratique sur cette application, c'est qu'il fait toujours beau. Mais oui, la météo, ce n'est pas un facteur. Et là, comme nous, on s'intéresse au ciel étoilé, on va avancer un petit peu le temps pour que tranquillement, le soleil aille se coucher et que les autres étoiles puissent se lever. Donc, tranquillement, pas vite, le soleil se rapproche de l'horizon, donc du côté ouest du ciel. Si vous regardez les petites lettres qui sont écrites en bleu, donc ici, ça va être haut pour ouest, donc nord-ouest et sud-ouest. Donc, au fur et à mesure que le soleil se rapproche de l'horizon, le ciel va devenir de plus en plus sombre, comme ça ici, et tranquillement, on devrait voir les premières étoiles apparaître dans le ciel. D'ailleurs, ici, moi, je vous ai dit la position, mais c'est la position, on est présentement en direct du planétarium. Donc, c'est le ciel de Montréal, mais si vous habitez ailleurs dans le Québec, ça va être pas mal le même ciel que vous allez voir, donc vous inquiétez pas. Alors, on peut voir les constellations les plus brillantes qui commencent à apparaître. On va juste attendre un tout petit peu plus longtemps pour être sûr que la pollution lumineuse du soleil disparaisse. Là, comme ça, on est bien. Donc, je vais arrêter ici, faire une petite pause. Donc, on a ici, alors voici le ciel qu'on pourrait voir ce soir, donc aux alentours de 21h30. Donc, on va commencer ensemble par regarder quelques constellations, donc les plus faciles à trouver. Peut-être même la première chose que vous pouvez essayer de commencer à chercher ce soir s'il fait beau ou dans les jours suivants. Donc, j'utilise souvent le mot constellation, mais juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Alors, une constellation, en fait, les astronomes, on divise le ciel grâce aux constellations. Donc, parmi les milliers d'étoiles qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel, en fait, on va utiliser des constellations. Donc, on va diviser le ciel en différents dessins. En fait, on va relier les étoiles par des traits.
et on va en fait, comme ça ici, séparer le ciel. Donc, on va imaginer un petit peu de tout. Dans les constellations, là, en tout, partout, il y a 88 constellations qui nous servent à diviser le ciel. Donc, on peut voir des objets, des animaux, personnages, créatures mythologiques. Certaines constellations vont ressembler au dessin que c'est supposé être, d'autres un petit peu moins, vous allez voir. Puis en fait, ces constellations-là, comme je vous l'ai dit, elles vont servir à délimiter le ciel. Donc autrefois, on les utilisait plus pour raconter des histoires. Maintenant, c'est vraiment un outil en astronomie. On va s'en servir pour délimiter les régions du ciel. Donc ça permet de cartographier le ciel étoilé. Donc si on regarde présentement sur mon écran, ce qu'on peut voir une constellation, ou une forme en tout cas, qui est assez facile à reconnaître. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. En fait, on arrive bien à voir une constellation, ou en fait une partie de la constellation de la Grande Ourse. Donc voici la constellation de la Grande Ourse, peut-être la plus connue ici. Mais souvent, quand on imagine la Grande Ourse, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est peut-être pas tout ça au complet que j'imaginais. Souvent, on va parler de l'arrière et la queue de la Grande Ourse, qui a une forme ici, regardez, une casserole. Donc, c'est ce qu'on va surnommer la casserole ou le grand chaudron. Donc, lorsqu'on parle de la casserole, en fait, c'est pas une constellation à proprement dit. Donc, la casserole, c'est un astérisme. Donc, c'est une forme qui est facile à connaître dans le ciel, qui souvent va faire partie d'une constellation ou qui va regrouper plusieurs constellations ensemble. Donc, une fois qu'on a trouvé notre casserole dans le ciel, donc c'est une première chose que vous pouvez voir, même en pleine ville, en plein centre-ville de Montréal, vous pouvez facilement la trouver. Et avec la casserole, vous pouvez facilement repérer l'étoile polaire, étoile très spéciale. Donc, pour la trouver, regardez, on va utiliser la partie ici, la paroi de la casserole qui est opposée au manche. Et on va continuer le trait de la paroi vers le haut de la casserole. Et ça va nous mener directement à l'étoile polaire. Et voilà. Donc, on a l'étoile polaire qui est aussi l'étoile principale de la constellation de la Petite Ourse. Donc, on a la Grande Ourse ici et la Petite Ourse juste à côté. Donc, l'étoile polaire, ça va être une étoile spéciale, pas parce qu'elle est particulièrement brillante. En fait, elle n'est pas particulièrement brillante. C'est la 48e plus brillante du ciel, si ma mémoire ne me fait pas défaut. En fait, elle est spéciale parce qu'elle est juste au-dessus du pôle nord de la Terre. Donc, vous savez, la Terre, elle va tourner sur elle-même comme une toupie. Elle tourne autour de son axe de rotation, qui est comme le bâton qui doit traverser la toupie. Donc, si on prolonge l'axe de rotation de la Terre vers le nord, dans l'espace, eh bien, on va arriver directement à l'étoile polaire aussi. Donc, elle est juste au-dessus du pôle nord de la Terre. Alors, une fois que vous l'avez repérée dans le ciel, si vous y faites face, en fait, vous allez faire face au nord. Donc, ça permet de trouver les autres points cardinaux. Donc, derrière vous, il y aura le sud, à droite, l'est, et à gauche, l'ouest. Donc, l'étoile polaire, elle va toujours pointer vers le nord, et c'est la seule étoile dans le ciel qui ne bougera pas. En fait, elle va sembler toujours rester à la même place, tandis que toutes les autres étoiles vont sembler tourner autour au fur et à mesure que la Terre tourne sur elle-même. Donc, si je donne un petit mouvement au ciel présentement, vous allez voir qu'il y a un petit mouvement du ciel. Donc, les étoiles vont sembler tourner comme ça autour de l'étoile polaire. Donc, nous, c'est depuis la Terre, on a ce mouvement, on a l'impression que les étoiles, elles tournent. En fait, c'est la Terre qui tourne. Donc, ça va entraîner le mouvement du ciel. Donc, les étoiles vont sembler se lever à l'est et se coucher à l'ouest, donc se coucher de l'autre côté. Ici, vous regardez bien, les constellations qui sont relativement proches de l'étoile polaire, en tournant autour, eh bien, elles ne vont jamais traverser l'horizon, elles ne vont jamais se coucher. En fait, toutes les étoiles qui sont à l'intérieur de ce cercle-là, elles font partie des constellations dites circumpolaires. Donc, c'est des constellations qu'on pourra toujours voir dans le ciel. Peu importe le moment de l'année, peu importe l'heure à laquelle on observe le ciel, ces constellations elles seront toujours là. Donc, c'est des bonnes constellations à trouver parce que vous savez qu'elles seront toujours visibles dans votre ciel étoilé. Donc, parmi les constellations circumpolaires qu'on peut facilement voir, bien, on l'avait vu ici. Alors, on avait
la grande ours, ou plutôt la casserole de la grande ours. On a donc notre petit ours et une autre qui est facile à trouver, même dans un ciel avec un peu de pollution lumineuse, ça va être la constellation de Cassiopée, qui est juste ici. Donc si on va voir un peu plus Cassiopée, on peut voir qu'elle a une belle forme de W, comme ça. Donc elle est assez facile à repérer dans le ciel, donc avec sa forme de W. Même en pleine ville, vous devriez être capable de la retrouver. Donc voilà pour nos constellations qu'on pouvait voir du côté nord, donc nos constellations circumpolaires qu'on peut toujours observer. Donc si une constellation n'est pas circumpolaire, donc on va dire qu'elle est saisonnière. En fait, les constellations qui vont être hautes dans le ciel vont changer au fil des saisons. Et nous, en plein été, eh bien, on va aller voir quelques constellations d'été qu'on arrive facilement à voir. Donc si on change un petit peu ici notre perspective sur notre représentation du ciel, en fait, on va pouvoir observer un grand triangle fait de 3 étoiles brillantes ici. Alors, j'essaie de le positionner correctement pour bien que vous le voyez. Donc, on peut voir ici un triangle composé de 3 étoiles brillantes, donc l'étoile Vega, Deneb et Altaïr. Donc, ce triangle, on l'appelle de façon très originale, peut-être que vous l'avez deviné, le triangle d'été. Et oui, donc ce grand triangle qu'on peut voir, il va être vraiment direct au-dessus de nos têtes tout au long de l'été. Et en fait, ce n'est pas une constellation, c'est un astérisme. Donc, il regroupe 3 étoiles appartenant à 3 constellations différentes. Donc, l'étoile la plus brillante du triangle, ça va être ici l'étoile Vega, qui fait partie de la constellation de la Lyre. Ensuite, on a Deneb dans le Cygne. Et finalement, Altaïr dans l'Aigle. Donc, en regroupant ces 3 étoiles appartenant à 3 constellations, on forme notre triangle d'été. Donc, je vous ai dit ici, dans notre triangle d'été, l'étoile la plus brillante, ça va être Vega. En fait, en astronomie, comment on fait pour dire, bon, ben, cette étoile-là est plus brillante qu'une autre? Quel terme qu'on utilise pour dire ça? En fait, on va utiliser la magnitude apparente, ou ici, je vais seulement dire la magnitude. Donc, c'est un nom qu'on utilise pour déterminer à quel point un objet va nous paraître brillant ou pas dans le ciel. Et c'est un petit peu contre-intuitif, mais plus la magnitude d'une étoile va être faible, plus elle nous apparaît brillante dans le ciel, et à l'inverse, plus on a une grande magnitude, plus cet objet va être pâle et difficile à observer. Et en plus de ça, ce n'est pas une échelle linéaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, disons que vous avez une étoile avec une magnitude de 1 et une étoile avec une magnitude de 2, eh bien, celle avec une magnitude de 1 n'est pas 2 fois plus brillante que celle avec une magnitude de 2. Bref, c'est un petit peu contre-intuitif, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus le chiffre de la magnitude est petit, mieux vous avez de chances de pouvoir l'observer. Donc ici, pour l'étoile Vega, quand je clique sur l'étoile, vous pouvez voir qu'en haut à gauche de mon écran, vous avez quelques informations et vous avez entre autres à la première ligne sa magnitude. Donc Vega, elle a une magnitude de 0. En fait, c'est parce que Vega, par convention, on lui donne une magnitude de 0. Donc les autres étoiles, après, si elles sont moins brillantes que Vega, elles vont avoir une magnitude de plus quelque chose, une magnitude positive. Par exemple, ici, si on va voir Deneb, elle a une magnitude de 1,25. Donc, elle est un petit peu moins brillante que Vega avec sa magnitude de 0. Et si on regarde un objet qui est plus brillant que Vega, bien, il est tellement brillant que sa magnitude va être négative. Donc, par exemple, le Soleil a une magnitude quand même pas mal négative. Donc, voilà un petit peu les magnitudes, donc comment ça fonctionne. Pour vous donner un peu une idée, en pleine ville, tout dépendamment de la qualité de votre ciel, d'où est-ce que vous êtes, si vous êtes proche d'un lampadaire ou non, vous devriez être capable de voir des étoiles avec des magnitudes de plus 2 ou plus 3, mais ça dépend vraiment de votre ciel. Alors ça, c'est pour une autre petite magnitude. Sinon, une autre chose intéressante à savoir, c'est en fait les coordonnées des étoiles. Parce que si, par exemple, vous voulez essayer d'observer un objet
Donc, par exemple, une comète. Récemment, il y avait une comète qui était visible, qu'on appelait la comète Neowise. Eh bien, souvent, on va vous dire sa position dans le ciel. Donc, il existe plusieurs systèmes de coordonnées célestes qu'on va utiliser pour décrire la position des objets sur la voûte céleste. Moi, aujourd'hui, je vais vous en expliquer un qu'on appelle le système de coordonnées locales. Donc, vous devez savoir qu'on utilise des angles en astronomie pour déterminer des positions. Okay? Un peu comme une latitude et une longitude sur Terre, ça vous donne une position sur le globe terrestre. Eh bien, là, c'est un peu le même principe, mais avec des coordonnées dans le ciel. Donc, il y a deux choses que vous devez avoir pour avoir une coordonnée d'un objet dans le ciel avec un système de coordonnées locales. Vous avez ici son azimut et sa hauteur. Donc, l'azimut, ça va nous dire il est où par rapport au nord. Donc, si un objet est directement par rapport au nord, il va avoir un azimut de 0. Et c'est de 0 à 360 degrés. Donc, le nord, c'est 0. L'est, ça va être 90 degrés. L'ouest, 180 degrés. Et, non, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Je pense que j'ai dit, je me suis peut-être trompée. Je le redis juste pour être certaine. J'ai eu un petit bug de cerveau. Donc, nord, 0 degrés. À l'est, 90 degrés. Au sud, 180 degrés. Et à l'ouest, 270 degrés. Et là, après, on revient à 0 avec le nord. Donc ici, on a Deneb avec son azimut de 86. Donc 86, c'est proche de 90. Donc ça nous dit que Deneb, présentement, à l'heure où je suis sur mon stellarium, donc à 23h40, Deneb va être plutôt vers l'est. Ensuite, si on regarde à sa hauteur, la hauteur, ça va être entre 0 et 90 degrés. Donc 0 étant, ça frôle l'horizon, ça sort à peine du sol. Et 90, c'est directement au-dessus de nos têtes. Et ce point-là, directement au-dessus de nos têtes, on va appeler ça le zénith. Donc, c'est le point le plus haut, comme ça. Là. Si vous vous penchez et vous regardez direct en haut, ça va être le zénith. Donc, quand je disais que le triangle d'été était assez haut, direct en haut de nous, au cours de l'été, bien, vous voyez ici que Deneb, si on regarde sa hauteur, elle a une hauteur de 81 degrés, donc relativement proche du zénith, qui est 90 degrés. Donc ça, c'était pour nos petites coordonnées, notre système de coordonnées. Donc si on retourne encore à notre ciel étoilé, donc on va aller voir une autre constellation. Donc on a regardé ensemble. Donc on a vu que du côté nord, on avait la Grande Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée en forme de W. Au-dessus, on avait notre triangle d'été. Et là maintenant, on va descendre, on va aller voir du côté sud. Qu'est-ce que le ciel nous réserve? Donc, on peut voir du côté sud, on a deux belles planètes, donc Jupiter et Saturne, qui vont être très brillantes et qui sont juste à côté de la constellation du Sagittaire. Donc, le Sagittaire est une créature mythologique mi-homme, mi-cheval. Donc, ici, elle est placée dans le ciel et la constellation du Sagittaire, à l'intérieur de la constellation, il y a un astérisque, donc une partie de la constellation qui est plus facile à reconnaître. Celle-là, vous avez de la chance de la voir même en pleine ville, et c'est l'astérisque de la Théière. Donc, si vous regardez, peut-être que vous arrivez à la voir. Donc, vous avez ici donc, votre Théière avec le petit chapeau dessus, le bec verseur, et ici, vous avez la poignée. Donc, ça, c'était pour la Théière à l'intérieur du Sagittaire. Donc ça, c'est un peu à quoi va ressembler le ciel ces temps-ci, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais vous savez, il y a des choses assez particulières qui vont se passer même dans les prochains jours, quelque chose qu'on ne peut pas voir tout le temps. Donc, je vais maintenant vous montrer qu'est-ce qu'on peut voir pendant les prochains jours. On va aller voir ça ensemble. Alors, je vais vous partager maintenant une autre petite présentation, si vous me le permettez. Donc, ça, en fait, les phénomènes éphémères qu'on peut voir dans le ciel, vous allez voir, en fait, en astronomie, on appelle ça des éphémérides. Donc, c'est des phénomènes. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel, en fait, à n'importe quel moment? Et là, en fait, je vous ai fait une petite carte pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut voir pendant le mois d'août. Mais avant qu'on continue, je vois qu'on a une question. Donc, Maxime, peux-tu nous mettre à l'écran, c'est quoi
la question qu'on a. Donc, on a les questions. Alors, est-ce que chaque étoile est un soleil avec un système de planètes comme nous? Ah, mais c'est une excellente question. En fait, oui, on pourrait dire que chaque étoile, c'est des soleils, ou plutôt, en fait, la vraie façon, ce serait que le soleil est une étoile. Donc, un peu comme la Terre, sa catégorie, c'est être une planète, bien le soleil, sa catégorie, c'est être une étoile. Donc, quand on regarde le ciel étoilé, toutes les étoiles qu'on peut voir pendant la nuit, en fait, c'est des étoiles, un peu comme le soleil, mais qu'elles sont beaucoup plus loin. Donc, elles nous paraissent différentes. Elles vont nous paraître comme un tout petit point, mais c'est parce qu'elles sont très loin. Et on a découvert justement autour de certaines de ces étoiles un système avec des planètes autour. Souvent, on va appeler ça des exoplanètes, donc des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Et on s'est mis à trouver plein d'exoplanètes et on pense que peut-être que toutes les étoiles auraient au moins une planète autour. Donc, merci pour votre question. C'était une super bonne question et je suis sûre que vous n'étiez pas les seuls à vous la poser. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions ou je crois qu'on va continuer avec les petites éphémérides? Donc, alors je vous ai fait ici un petit calendrier avec ce qu'on peut voir dans les prochains jours. Donc, vous avez tout d'abord, vous voyez le cycle de la Lune. Donc, on vient de passer la pleine Lune qui était le 3 août. Et vous pouvez voir que le 7, donc, elle va décroître. Et finalement, le 11, ça va être un quartier de Lune. Et, le 12, on a une petite étoile qui est là. En fait, c'est que le 12, c'est le maximum des Perséides. Donc, les Perséides, en fait, c'est une pluie d'étoiles filantes connue qu'on peut voir, qui est récurrente à chaque mi-août. Donc, le maximum de la pluie d'étoiles filantes, donc le jour où on devrait voir le plus d'étoiles filantes à l'heure, ça va être le 12 août. Mais si vous regardez quelques jours avant ou quelques jours après, vous devriez quand même bien pouvoir voir les Perséides. Et le truc, c'est que plus on attend dans la nuit, plus qu'on devrait voir d'étoiles filantes. Donc, de quoi ça a l'air? Bien, des étoiles filantes, en fait, contrairement à ce que le nom l'indique, c'est pas une étoile. Non. En fait, c'est des petits grains de poussière, des petites roches dans l'espace qui rentrent très vite dans l'atmosphère de la Terre et qui vont s'enflammer, qui vont en fait se désintégrer et émettre une traînée de lumière. Donc, on dirait des étoiles qui filent, mais en fait, c'est des petits grains de poussière. Le vrai terme, on appelle ça des météores. Et lorsqu'il y a une pluie d'étoiles filantes comme ça, on a plein de météores et ils semblent toutes provenir d'un même point dans le ciel. Si vous regardez par exemple l'image ici, à l'écran, si vous retracez la trajectoire de toutes les petites étoiles filantes, de toutes les traînées, elles semblent toutes provenir d'un même point qu'on appelle le radian. Et dans le cas des Perséides, le radian est dans la constellation de Persée, d'où leur nom des Perséides. Donc chaque année, à la mi-août, on peut voir comme ça les Perséides. Mais comment ça se fait qu'on peut voir cette pluie d'étoiles filantes d'année en année? Eh bien, pour ça, pour bien comprendre le phénomène, on va regarder une petite vidéo, une simulation de ce qui se passe dans l'espace. Donc, on sort de la Terre et on voit de quoi ça a l'air. Donc ici, on s'approche en fait du système solaire. Donc, on voit l'orbite des planètes et il y a une orbite qui semble sortir des autres, qui n'est pas comme les autres. Ça va être l'orbite d'une comète. La comète Swift-Tuttle. Donc, en s'approchant du Soleil, en fait, elle va laisser derrière elle une traînée de débris, donc des petites poussières, des petites roches qui vont rester en orbite autour du Soleil, là où la comète, en fait, elle est passée. Donc, la dernière fois que la comète, elle a fait son passage proche du Soleil, c'était en 1992, donc ça fait quand même un petit bout, mais il reste pas mal de poussière qui reste derrière. Et donc, à chaque année, avec son orbite autour du Soleil, la Terre, à la mi-août, elle va rentrer dans l'orbite, elle va entrer dans l'essaim de poussière laissé par la comète, et c'est ça qui va générer, en fait, les pluies d'étoiles filantes, les Perséides. Donc, si vous voulez observer les Perséides, en fait, on organise, nous, ici, à Espace pour la vie, un événement. Donc, le planétarium, en fait, on s'en va au Jardin botanique pour faire une soirée d'observation pour les Perséides.
Donc, ça va se faire au jardin pour 2 soirs, donc le soir du 11 et le soir du 12 août, donc vraiment proche du maximum des Perséides. On va être là entre 20h et 1h du matin. Moi, malheureusement, je ne serai pas là, mais vous serez heureux de savoir que mon collègue Maxime, ici, qui est à la technique, lui, il sera là avec un autre de nos collègues, Simon A. Bélanger, qui vont être là, en fait, pour observer le ciel à l'œil nu avec vous, mais pour vous guider. Si jamais vous ne pouvez pas être là, ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même observer les Perséides. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est, premièrement, d'avoir un ciel bien dégagé. Donc, si possible, pas d'arbres, pas de bâtiments, pas de lampadaires. Donc, on essaye de s'éloigner de la pollution lumineuse et de pouvoir voir la plus grande partie du ciel possible. Même si les Perséides semblent toutes provenir de la constellation de Persée, pas besoin de regarder vers cette constellation-là. Essayez plutôt de vous étendre sur le sol ou sur une chaise longue et de voir une plus grande partie du ciel. Vous allez accroître vos chances de voir des étoiles filantes. Sinon, à part des étoiles filantes, pendant le mois d'août, on peut voir plusieurs planètes. Donc, on peut voir Jupiter, Saturne, Mars et Vénus, mais pas toutes au même moment de la soirée. Donc, les 2 premières planètes qu'on peut voir, je vous les ai montrées un petit peu tantôt dans Stellarium. Donc, c'est Jupiter et Saturne qu'on peut voir dès la tombée de la nuit jusqu'aux alentours de 3 ou 4 heures du matin. Donc, vous allez les voir, elles vont être vers l'est, le sud-est pour être plus précis, juste à côté du Sagittaire. Et honnêtement, vous ne pourrez pas les manquer. Jupiter, elle est super brillante et juste à côté, vous allez avoir Saturne qui la suit et qui vont rester visibles pendant une très bonne partie de la nuit. Sinon, Mars, elle, la planète rouge, elle s'élève un petit peu plus tard, aux alentours de 23 heures, et elle va rester visible jusqu'au lever du jour. Et ce qui est spécial, c'est qu'au cours des prochains jours, la Lune, elle va se rapprocher de Mars dans le ciel. Et dans la nuit du 8 au 9, aux alentours de minuit, vous allez les voir, ils vont être très, très proches dans le ciel. Et ensuite, la Lune, elle va s'éloigner de Mars, comme ça. Finalement, notre dernière planète, non la moindre qu'on peut voir dans le ciel, c'est la belle Vénus. Ça, c'est plus pour les lève-tôt ou les couches tard. Donc, on va les voir aux petites heures du matin. Mais avant de continuer, par contre, de vous montrer où on la voit dans le ciel, on me dit qu'on a une autre question. Donc, je vais aller répondre à votre question. Alors, donc, si je regarde les étoiles, ce sont tous des soleils. Aucune chance que ce soit une galaxie très lointaine. Ah, une autre bonne question. En fait, vous allez voir, les galaxies, elles sont plutôt floues. Elles ne vous apparaissent pas comme un point bien défini. OK? Donc, normalement, vous n'allez pas regarder une galaxie et penser que c'est une étoile et vice-versa. Une galaxie qu'on peut voir, nous, à l'œil nu, depuis le Québec, ça va être la galaxie d'Andromède, qu'on peut voir, qui est relativement proche de la constellation de Cassiopée, si jamais vous voulez savoir. Mais ça apparaît vraiment comme une tache un peu floue. Donc, toutes les galaxies ne vont pas être des objets nets comme des étoiles. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire la différence. Alors, si je reviens ici, j'espère que ça répond à votre question d'ailleurs. Donc, si je reviens ici à mes planètes, donc, comme je disais, la dernière planète qu'on peut observer dans le ciel, ça va être Vénus, qu'on peut voir à partir de 2h30 le matin. Donc, vous allez la voir, par contre, Vénus, elle va être très, très brillante. Donc, elle se lève du côté est, comme tous les autres astres, et ça va être le point le plus brillant. Vénus, là, c'est le 3e astre le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune. Donc, vous ne pouvez pas la manquer si vous êtes levé à cette heure-là. Donc, elle se lève, comme je disais, aux alentours de 2 heures du matin, et on la voit jusqu'au lever du Soleil, même quand il commence à faire quand même clair. Tant que le Soleil n'a pas passé au-dessus de l'horizon, on peut continuer à voir Vénus comme ça. Alors, voilà en fait ce que j'avais à vous apprendre pour aujourd'hui. Donc, on a quand même plein de choses à regarder au-dessus de nous. On a plusieurs planètes, on a les Perséides que vous pouvez voir dans les prochains jours. Ça vaut la peine de sortir dehors. Mais avant de vous quitter, on me dit qu'on a d'autres questions. Donc, je vais prendre un petit moment pour répondre à vos autres questions. Alors, question donc, lors d'une nouvelle lune, pouvons-nous malgré tout voir la présence de la Lune qui cache les étoiles au loin? Donc, j'essaie de penser à la meilleure manière de répondre à votre question. Donc, lors de la nouvelle Lune, en fait, c'est que la Lune, elle est toujours là.
Sauf que pendant la nouvelle lune, la lune, elle est là en même temps que le soleil. Donc, il n'y a pas de partie éclairée de la lune qu'on peut voir depuis la Terre. Et en plus, elle est levée en plein jour. Mais, effectivement, s'il y avait disons qu'on enlevait le soleil, effectivement, s'il y avait des étoiles derrière, la lune n'est pas transparente, donc on ne pourrait pas voir les étoiles qui se trouvent derrière cette lune qu'on ne voit pas. Donc, est-ce qu'on a une autre question? Je crois que oui. Donc, il semble que le 11 et le 12 sera nuageux la nuit. Des conseils pour voir les étoiles filantes? Bon, bien, malheureusement, c'est sûr qu'on ne peut pas voir les étoiles filantes à travers les nuages. Donc, le 11 et le 12, c'est les journées plus du maximum, mais ça vaut la peine de regarder dans les prochains jours. Donc, même moi, je vous dirais, dans les prochains jours, s'il fait beau, puis que vous avez l'occasion, ça vaut vraiment la peine d'aller voir dehors. Peut-être que vous verrez quelques étoiles filantes. Donc, le maximum, c'est vraiment qu'on en a plus à l'heure. Mais dans les jours autour du maximum, vous pouvez quand même en voir quelques-unes. Ça vaut la peine, il y en a quand même plus que d'habitude. Donc, quelques jours avant, quelques jours après. Alors, vous pourriez même commencer en fin de semaine et continuer pour le reste de la semaine prochaine après le 12, puis vous allez normalement quand même voir des étoiles filantes. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'accord. Bon, bien, on me dit qu'on n'a plus d'autres questions. Donc, c'est ce qui met fin à notre première capsule au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup de vous être joints à nous en direct ou de nous écouter plus tard en rediffusion. Donc, j'espère que ça vous a plu et on se revoit dans 2 semaines pour la capsule numéro 2 de Au-dessus de nos têtes.